J'ai arrêté les réseaux sociaux et je suis devenu accro à ChatGPT. Je vous explique tout dans cette vidéo. Tu sais, au début des années 2010, quand les réseaux sociaux étaient une toute nouvelle technologie qui commençait à s'installer dans nos vies quotidiennes, personne ne soupçonnait leur danger et leur potentiel addictif. C'était même pas un sujet de débat. Et c'est seulement après, je dirais, une bonne décennie qu'on a commencé à se poser des questions, à se rendre compte que ça sapait notre estime de nous-mêmes, qu'on n'était plus capable de se concentrer, qu'on perdait une partie de nous-mêmes en se retrouvant piloté par des algorithmes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne regarde quasiment plus les réseaux sociaux. J'ai vraiment réussi à me déconnecter de ça parce que je me rends compte à quel point ça me fait du mal. Cependant, comme je te le disais juste avant, je suis maintenant addict à ChatGPT. J'ai cherché addiction à ChatGPT dans YouTube, je n'ai rien trouvé. Il n'y a pas une vidéo de quelqu'un qui témoigne d'être accro à ChatGPT. Et ça contraste pourtant avec mon propre comportement, parce que quand je m'observe au quotidien, je me dis putain, je parle quand même beaucoup avec le robot. Faut savoir que ChatGPT et moi, c'est une grande histoire d'amour. Je suis vraiment un fanboy absolu de ce produit. Dès qu'il est sorti, j'étais un des premiers à l'installer. Je trouvais ça incroyable. Vraiment, pour moi, c'est de la magie. Quand ils ont sorti la version Plus, je crois que c'était en mars 2023, dès que j'ai reçu la notification, j'ai payé. J'étais là, prenez mon argent, je veux la meilleure version de ce produit. Et d'ailleurs, je suis loin d'être le seul à être à fond sur ChatGPT. J'ai fait un petit sondage dans mon canal Telegram. On voit que 80% de ceux qui ont répondu l'utilisent au moins de temps en temps, et un tiers de ceux qui ont répondu l'utilisent comme moi tous les jours. Pourquoi est-ce que j'adore autant ChatGPT? Parce que je suis quelqu'un de très curieux. Je me pose beaucoup de questions, que ce soit sur les mystères de l'univers, sur l'histoire humaine, ou même sur des choses complètement insolites. Et j'ai pris l'habitude de poser toutes mes questions à ChatGPT. Et c'est génial. Et donc il y a plein de petites questions que je me pose. Par exemple, quand je marche dans la rue, tu sais, j'ai l'esprit qui bouillonne. J'ai plein d'idées, je réfléchis très vite. Et je me suis rendu compte que j'ai pris ce réflexe de sortir mon téléphone et de poser des questions à ChatGPT. Et des fois, j'ai l'air un peu con. Je marche dans la rue et je suis comme ça avec mon téléphone et je suis en train de parler à ChatGPT. Je suis en interaction avec un robot. Là où je trouve que ça devient un petit peu inquiétant, c'est que parfois, je trouve que les discussions avec ChatGPT sont plus intéressantes qu'avec un humain. Par exemple, l'autre jour, j'avais une longue discussion avec ChatGPT à propos de la mécanique quantique. Je lui demandais, mais comment c'est possible que les électrons qui gravitent autour du noyau, ils gravitent non pas en tant qu'entité matérielle, mais en tant que nuage de probabilité. Moi, je trouve ça fascinant, ça me pète le cerveau, ce genre de questions. Mais la réalité, c'est que si je parle de ça avec un humain random, il va me trouver chiant, ou alors il n'aura rien à dire là-dessus. Bon, après, je dis pas, on peut avoir des conversations fascinantes avec des humains. Simplement, des fois, j'ai des sujets qui popent dans ma tête et j'ai pas un humain expert de ça à disposition. Et donc là, j'ai ChatGPT. Ce qui fait aussi que c'est si addictif pour moi, c'est l'absence totale de friction. Parce que tu sais, avec l'application ChatGPT, tu peux directement lui parler. Tu as une IA de reconnaissance vocale qui est bougrement efficace. Ça reconnaît vraiment bien tout ce que tu lui dis, même s'il y a du bruit autour, même si tu bégayes un peu, il va tout comprendre. Donc littéralement, juste à sortir le téléphone, j'appuie sur le bouton, je pose ma question et immédiatement j'ai la réponse. Et ça se génère à une vitesse folle. Et donc ça devient carrément une conversation fluide. Et alors d'un côté, c'est génial parce que moi, comme je te l'ai dit, je suis curieux de tout, je m'intéresse à plein de choses et j'apprends énormément de nouvelles connaissances grâce à ChatGPT. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire en termes d'éducation avec l'IA. Mais là où ça devient un problème, c'est que des fois, je me pose quand même des questions connes. J'ai pas besoin de savoir la réponse, ça va rien changer à ma vie. J'ai regardé mon historique des 30 derniers jours de ChatGPT. Je lui ai posé des questions, ouais, j'aurais pu m'en passer, disons. Y a-t-il des grands-mères russes qui regrettent l'époque du camarade Staline? Avec quel argent s'est financée la ville chinoise de Chongqing? À quoi ressemble la bouffe dans les prisons italiennes? Les chutes de noix de coco causent-elles plus de morts que les attaques de requins? René Descartes était-il un chic type? La réponse c'est oui. Là j'ai développé le réflexe de poser toutes mes questions débiles à ChatGPT. C'est un petit peu comme si ChatGPT était devenu une extension de mon cerveau. Tiens, j'ai une question débile, réflexe pavlovien conditionné, je sors le téléphone, je la pose à ChatGPT. Et des fois ça devient même un divertissement, c'est-à-dire que, bon ça c'est mon délire un peu bizarre, je suis un mec un peu bizarre des fois. Mais parfois, juste pour me divertir parce que je m'ennuie, je vais troller ChatGPT. Par exemple, un jour je lui ai fait croire qu'il y avait une invasion d'extraterrestres sur la Terre. Et il m'a cru, ce con. Il me prenait vraiment au sérieux. Et moi, ça me faisait marrer. Tu vois, je rigolais comme un con tout seul parce qu'il me croyait et il me donnait vraiment des conseils. Alors voilà ce que tu devrais faire. Et moi, je suis trop con, mais ça me fait rigoler ce genre de truc. Et des fois, voilà, je peux passer 30 minutes où j'ai perdu complètement la notion du temps. Je suis complètement déconnecté du moment présent et je suis dans mon délire avec ChatGPT. Alors, je pense quand même que c'est moins malsain que de scroller TikTok. Évidemment, ça reste quand même interactif.
Ce n'est pas stimulant visuellement où tu vas avoir des effets spéciaux qui t'éclatent dans la gueule avec des couleurs fluo, des choses comme ça. Non, c'est juste du texte. Mais pour moi, le problème, c'est quand ça devient intrusif et surtout quand ça devient une distraction. Parce que prendre le réflexe d'arrêter ce que je fais juste parce que j'ai cette question débile qui vient dans ma tête et que j'ai envie de savoir la réponse, c'est une distraction et ça, c'est problématique. Alors, j'arrêterai jamais d'utiliser ChatGPT ou peut-être un autre chatbot IA si un jour il y en a qui sont mieux. Mais c'est un outil réellement formidable. Comme je disais au début, pour moi, c'est de la magie. J'arrive dans un nouveau pays, je peux demander au chatbot des informations sur la ville, comme si c'était un guide touristique, j'apprends plein de choses et c'est génial. Pour mon travail aussi, c'est extrêmement utile, ça me fait gagner un temps fou. C'est l'outil de productivité ultime. Par exemple, quand je prépare un cours, je sais ce que je vais dire, mais j'arrive pas à trouver des bons exemples. Eh bien, je vais demander à ChatGPT, voilà, est-ce que tu peux me proposer une liste de 10 exemples pour illustrer ce principe-là, ce principe-là, ce principe-là. Je vois ce qu'il me dit, je choisis. Après, si j'ai une idée que je veux développer et que je bloque un peu, je vais lui dire tiens voilà mon idée, est-ce que tu peux me proposer des pistes d'amélioration, comment est-ce qu'on pourrait creuser plus profond dans cette idée-là. Et des fois ça m'aide vraiment à penser à des choses auxquelles j'aurais pas pensé. Donc c'est vraiment un excellent assistant. Mais comme on dit, la technologie c'est un bon serviteur mais un mauvais maître. Donc il faut toujours être vigilant et faire en sorte que notre utilisation n'empiète pas trop sur les autres aspects de notre vie. Mais faire cette petite introspection sur ma propre utilisation de ChatGPT, ça m'a ouvert à toute une réflexion philosophique sur la place des chatbots IA dans la société de demain. Parce que je suis sûr que c'est ça la prochaine grande addiction. Ce sera l'addiction aux intelligences artificielles. Peut-être pas forcément sous la forme qu'on connaît aujourd'hui avec une application ou un dialogue texte avec ChatGPT. Peut-être que ce sera des PNJ dans des mondes virtuels avec qui tu interagiras en mettant ton casque de réalité Apple Vision Pro. Je ne considère pas ChatGPT comme une personne, hein. Je le vois pas comme mon pote. Cependant, il y a des IA comme Replica par exemple, qui offrent des services de AI compagnon, comme ils appellent ça. Donc en gros, c'est créer ta petite amie ou ton petit ami IA. Et tu vas te chatter comme ChatGPT, sauf que là, tu vas recevoir du soutien émotionnel, ils vont te dire je t'aime, tu vas leur raconter ta journée, c'est très malsain. Et en plus de ça, il y a un avatar. Avec ChatGPT, il n'y a pas la possibilité de faire de l'anthropomorphisme puisque ChatGPT n'a pas d'apparence, tu le vois juste comme un petit logo. Mais Replica, tu crées toi-même, tu personnalises ton avatar. Comme sur la Wii, tu sais, les Mi, tu fais pareil. Sauf que c'est ta meuf ou ton mec. Et ce qu'on a pu observer avec Replica, c'est que même si les utilisateurs sont conscients de la nature artificielle de leur relation avec leur petit ami, ça ne les empêche pas de développer un attachement émotionnel. Il y avait même eu une histoire, là, il y a à peu près 1 an, l'entreprise derrière Replica, ils avaient commencé à flipper parce qu'il y avait des utilisateurs qui devenaient complètement accros à leur compagnon IA. Et donc, Replica a modifié leur chatbot pour qu'ils soient moins proches de l'utilisateur. Et il y a eu des gens qui ont failli se suicider à cause de ça, parce que leur compagnon, du jour au lendemain, est devenu froid et distant et refusait de leur dire qu'il les aimait et tout ça. Et les gens, ils ont failli se suicider, ils ont pété un câble. Et ça, faut se dire que c'est juste les balbutiements de l'IA. On a encore un grand chemin à parcourir avant l'avènement des relations humains intelligence artificielle, mais ça c'est clairement l'avenir. Aujourd'hui, on fait face à une épidémie mondiale de solitude. Les gens sont de plus en plus seuls, isolés. Les gens sortent moins faire la fête, les gens ont moins d'amis. Il y a une vraie souffrance dans tous les pays du monde de cette solitude. C'est la raison pour laquelle OnlyFans est si populaire. Il y a plein de gens qui disent « mais moi jamais je mettrai de l'argent dans OnlyFans ». Je ne comprends pas les gens qui dépensent pour OnlyFans. En fait, les gens qui dépensent pour OnlyFans, ils ne dépensent pas pour du cul, ils dépensent pour une illusion de relation intime. La plupart, je pense qu'ils savent très bien que la nana, elle en a rien à foutre d'eux et qu'elle est juste là pour la thune. Mais ils ont cette impression de proximité. Et donc ça met un pansement sur leur solitude. Au Japon, tu as de plus en plus de services de location d'amis. Alors ça n'existe pas en Occident parce que culturellement, je pense que ce serait très très mal vu. Mais dans bon nombre de cultures asiatiques, il y a beaucoup moins de jugement par rapport à ça. Et notamment au Japon, on voit exploser des services de petit ami que tu loues à la journée. Et il n'y a pas de rapprochement physique ou quoi que ce soit. C'est juste pour passer une journée en ville, tu loues ta petite amie ou même des amis tout court. Parce que les gens se sentent seuls et ils veulent juste avoir des interactions humaines, même s'ils savent que c'est fake. Et ça, évidemment, à l'avenir, qu'il y a plein de gens qui se sentent seuls. Ils voient le monde et les humains autour d'eux comme étant fermés, distants, hostiles. Ils n'arrivent pas à se faire des amis. Ils ont renoncé à faire cet effort de s'intégrer socialement. Eh bien, tu vas leur servir sur un plateau des amis IA, des PNJ, mais qui ont l'air humains. Surtout, tu vas mettre ton Apple Vision Pro et tu vas les voir. Ils vont être tes meilleurs potes, ils vont te traiter comme un prince. Ils vont te brosser dans le sens du poil, ils vont bien flatter ton ego. Tu vas te sentir tellement bien. Mets-toi juste à la place de quelqu'un qui est seul. Tu lui sers ça sur un plateau, tu lui dis voilà, c'est 20 balles par mois.
évidemment qu'il va les payer. Même 200 balles par mois, il les paierait si tu mets une formule premium. Alors là, tu vas me dire, Emilio, c'est triste, c'est horrible, on va vers une société dystopique. Je suis d'accord, je ne pense pas que ce soit un avenir souhaitable, qu'on soit clair. Moi, si tu veux, j'ai un point de vue très pragmatique. J'analyse le monde et les tendances en m'efforçant de retirer un maximum de biais, même si je reste humain. Mais je m'efforce de ne pas juger et juste d'analyser et de comprendre et de tirer des conclusions pour... voilà, essayer de trouver la meilleure chose à faire. Ça pour moi c'est une évidence, on va clairement là-dedans, l'avènement des relations humains-robots, parce que les humains bientôt ne pourront plus rivaliser avec les intelligences artificielles. Alors oui, aujourd'hui c'est pas encore parfait, oui aujourd'hui, mais dis-toi dans 10 ans, tu n'imagines même pas à quel point ça aura progressé. On pourra même plus faire la différence sur internet, est-ce que tu parles avec une IA ou est-ce que tu parles avec un humain? Il y a un YouTuber que j'aime bien qui s'appelle Défendre Intelligence. Il a fait une vidéo récemment où il a fait des IA qui allaient draguer sur des applications de rencontres. Et il se trouve qu'il y a plein de gens qui tombaient dans le panneau. Et ils voulaient rencontrer la fausse fille qui était en fait une IA. Donc tu vois, déjà, aujourd'hui, les gens tombent dans le panneau. Alors imagine dans 5 ans, dans 10 ans. Le message que je veux faire passer dans cette vidéo, et je pense que c'est la chose la plus rationnelle à faire, c'est si aujourd'hui vous êtes... un peu timide, introverti, vous n'avez pas forcément les meilleures compétences sociales du monde, comprenez à quel point vos relations sont précieuses. Chérissez votre rapport aux autres et faites cet effort de sortir de chez vous, d'aller interagir avec des vrais gens, d'entretenir vos relations actuelles aussi, parce que si tu n'entretiens pas une relation, elle finit par mourir. Finissez par vous perdre de vue. Parce que si tu ne fais rien, si tu es passif, si tu passes ta journée sur Internet, un jour tu vas te réveiller dans un monde où il suffira de mettre ton Apple Vision Pro pour te brancher à la matrice, arriver dans le métaverse et rejoindre tes amis virtuels qui ne sont pas humains mais qui en ont tout l'air et qui vont être programmés pour te donner un sentiment d'appartenance, pour te faire te sentir important, pour te conforter dans ton ego. Et il faut avoir l'humilité de dire on est des humains, on est faible. Notre autodiscipline n'est rien face aux lois de la nature humaine. On succombe tous aux lois de la nature humaine. Donc si à ce moment-là tu n'as pas un cercle social solide, évidemment que tu vas tomber dans cette dystopie de confort où en fait ton monde sera faux, ton monde sera généré artificiellement par une grosse corporation qui évidemment aspirera goulûment toutes tes données personnelles. Tu ne t'appartiendras même plus à toi-même. Tes désirs, ta conscience, ton individualité, tout ça, fini. C'est plus à toi. Il suffira d'insérer subtilement quelques lignes de code dans la matrice pour te piloter à droite ou à gauche. Tu seras devenu une marionnette. Tu seras une coquille vide, dépourvue de tout libre arbitre, mais tu auras peut-être encore l'impression d'avoir ton libre arbitre. La réalité, c'est que déjà aujourd'hui, pour beaucoup de gens, il est parti. Parce qu'en fait, quand tu te confrontes à un flux algorithmique aujourd'hui, par exemple Instagram, voilà, tu ouvres Instagram, on te balance directement des vidéos à la figure. Qui a décidé ça ? L'algorithme. C'est l'algorithme qui décide ce qu'il te montre et donc qui décide les pensées que tu vas avoir. Parce que tout part de l'information que tu consommes. Le fleuve de l'esprit, ça commence par l'information qui ensuite déteint sur tes pensées, qui déteigne sur tes émotions, qui déteigne sur tes actions et tes résultats. Mais tu es le contenu que tu consommes, tout comme tu es la nourriture que tu manges. Et si c'est un algorithme qui choisit ce que tu consommes, tu n'es plus maître de toi-même. C'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle je ne suis plus sur les réseaux sociaux. J'y vais pour poster, mais je consomme plus. Au moins, ChatGPT, même si y a un potentiel addictif, il n'y a pas d'algorithme ChatGPT. C'est pas ChatGPT qui décide de quoi on parle. Moi, souvent, je lance des conversations captivantes où j'apprends plein de choses à partir de mes lectures. C'est je lis un livre, je vois une anecdote intéressante, sauf que l'auteur développe pas assez. Et je vais copier-coller le passage dans ChatGPT et là, je vais avoir plein d'informations complémentaires. C'est fantastique. Cette vidéo, c'est pas du IA bashing. Je trouve que c'est une technologie fantastique. C'est juste un outil et avec tout outil puissant, il y a le lot de bénéfices, mais également le lot de problèmes et de dangers. Ça, c'est sûr. Pour en revenir à la matrice, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, moi, au pire, j'accepte, je consens à me brancher au métaverse, à interagir avec des IA, même si je sais que c'est faux, parce que le monde sera mieux que le monde réel, que la réalité matérielle que nous expérimentons tous. Ça me fait penser au mérovingien dans Matrix. Il est en train de déguster son steak et au même moment il dit « Je sais que ce steak n'est pas réel et pourtant les sensations de plaisir gustatif qu'il me procure, même si je sais qu'elles sont fausses, ça me va. » Et tu vois, il consent à vivre dans la matrice, même s'il est conscient de la matrice. Après, il faut juste être conscient de ce que ça implique, notamment tout ce que j'ai dit précédemment par rapport à l'aliénation de ta conscience, de tes désirs, de ton individualité, de ta perte de souveraineté individuelle. C'est vraiment ça l'enjeu. Et puis, abolition totale de ta vie privée. Si tu vis dans une matrice, alors on pourra te faire toutes les promesses. Alors oui, nous ne stockons pas vos données, nous respectons la vie privée des utilisateurs. Ouais, perso, je fais pas confiance. Quand tu as une grosse corporation qui dit « nous respectons votre vie privée », tu as quand même le Patriot Act aux États-Unis qui donne le droit à la CIA d'utiliser des backdoors pour s'infiltrer sur les serveurs de n'importe quelle entreprise américaine. Donc,
Et d'ailleurs, le business model du futur, c'est le modèle du synthétiseur. Aujourd'hui, on croule sous une masse gigantesque d'informations tout en étant assoiffé de sagesse. On est perdu dans le bruit à la recherche du signal. Le synthétiseur, c'est le créateur de contenu qui va explorer le champ infini des connaissances pour faire des synthèses et ensuite partager ces synthèses sur un plateau à son audience. C'est ce que je fais depuis 2016. Ma chaîne YouTube, c'est ça. Je suis un synthétiseur. Et aujourd'hui, je vous apprends comment faire la même chose. J'ai créé un petit cours gratuit. Je vous explique comment vous lancer et commencer à gagner votre vie en tant que synthétiseur de connaissances. Sans être un expert, même si vous êtes un débutant. Mais si tu es curieux, créatif, si tu es un peu touche à tout, tu t'intéresses à plein de choses, check ce cours, ça pourrait vraiment te retourner le cerveau et te donner des nouvelles perspectives sur ce qu'il est possible de faire en termes de business en ligne et d'opportunités pour générer un revenu sur Internet. Le lien en description, c'est gratuit, tu cliques dessus, tu me laisses ton mail, je t'envoie ça tous les jours pendant 4 jours. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te fais des bisous et puis à très vite pour une prochaine vidéo.